Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voudrions vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion du voyage exceptionnel du docteur Madame Sagar Seck, qui se trouve être philosophe, mais surtout au plan politique, diplomatique, institutionnel. Elle est conseillère spéciale du très honorable Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Elle est porteur d'un projet, d'une nouveauté contextuelle, actuelle, parce qu'il s'agit de prospective. Mesdames et messieurs, le monde est construit autour des civilisations qui naissent, grandissent et périssent. Cela suppose que les sociétés humaines, dans leur quête de mieux-être, sont dans l'obligation de se bâtir une socio-technique, des idéologies qui leur permettent donc de se positionner dans ce monde. Dans un monde globalisé, sous l'effet du néolibéralisme, la spécificité de chaque peuple impose que nous puissions la porter, n'est-ce pas, au firmament, au risque donc de disparaître. Pour nous, peuples africains, qui siégeons à la périphérie du monde, il est plus qu'urgent de penser aux prospectives. Que serons-nous demain? Alors que des entreprises de recolonisation s'annoncent par les multiples guerres, des conflits du fait du terrorisme, des reprises de pouvoir par des jeunes militaires, de la construction difficile de la démocratie libérale en Afrique, il importe de revenir à nous, chez nous, ou penser pour nous et avec nous. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le très honorable Moustapha Niasse, a eu l'ingénieuse idée de mettre donc sur pied un think tank. Je vais recevoir donc ici deux principaux invités. Nous avons le professeur Pascal Blaise Toyem, qui est l'un des maîtres d'ouvrage du projet, mais surtout celle qui est chargée de mission, qui fait bien le tour de l'Afrique pour présenter ce projet extrêmement porteur pour l'avenir de l'Afrique, le docteur Sagar Seck. Mesdames et messieurs, je vous convie à l'attention, à l'écoute du professeur Pascal Blaise Toyem. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Merci, distingués collègues. L'éminent chef de département de philosophie de l'Université de Douala, Docteur Sagar Seck, vous êtes les bienvenus au Cameroun. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de la Matang Cameroun et ses collègues,
chers invités, mesdames, messieurs, il m'agrée l'insigne privilège de présenter le narratif de cet Institut panafricain de prospective de Dakar. En Gésine, mon propos portera sur quelques éléments politométriques, épistémologiques et méthodologiques. Je commencerai par un propos de circonstance. Car dans la perspective de ce projet, de la mise en œuvre effective de cette société savante internationale intitulée l'Institut panafricain de prospective de Dakar, je voudrais adresser mes amabilités pensantes au très distingué président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le très honorable Niasse, qui est en réalité l'instigateur, qui est le porteur de ce projet. L'Institut panafricain de prospective de Dakar, en abrégé IPPD, je signale que le nom reste provisoire, la dénomination reste provisoire, se veut un complexe, un laboratoire d'expertise scientifique de renommée mondiale en politologie, en géostratégie, en intelligence économique, en veille stratégique et en NEBIC, nanotechnologie, c'est-à-dire la nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences de la cognition, qui sont les disciplines émergentes pour une humanité émergente. Aussi bien en géopolitique du pétrole et des matières premières, comme en économie, en économétrie, en énergie solaire, en ingénierie des projets, que dans les domaines de la durabilité, qu'en épistémologie de la recherche et en politométrie asymétrique, c'est-à-dire l'art de la déprogrammation des conflits, des crises et des catastrophes, mais du point de vue africain et à partir du sol africain. Eh bien, la vision de cette institution en Gésine fait référence ici à un paradigme central, ce que j'appelle l'endogénisme émergentiste. L'endogénisme émergentiste renvoie justement à la philosophie du développement culturellement soutenable. Étant donné que les ODD et autres projets du millénaire, bref, les différents projets expérimentés de développement, expérimentés en Afrique depuis les années 60, ont échoué. Le bilan est, pour ainsi dire, séropositif. Il s'agit donc à partir de ce constat, à partir de ce diagnostic clinique, de dégager des perspectives nouvelles pour l'Afrique. D'où l'intérêt pour ce centre qui vise justement à produire des contenus pour construire des visions et éclairer des décisions quant aux politiques de développement dans le cadre des grandes concertations nationales, régionales, panafricaines et internationales, qui justifient d'ailleurs la présence de notre très estimé sœur, le docteur Sagar Seck parmi nous. Et cette vision est conforme à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit donc d'un outil d'aide à la décision, à l'usage des politiques, des détenteurs d'enjeux et bien d'autres. Autre enjeu, cette fois-ci oblique, c'est de transmettre
une expertise fiable, des connaissances testées et un management d'organisation de la recherche beaucoup plus prédictive, plus précise et plus assurée de la qualité et de la scientificité des résultats. Car ce n'est qu'à partir des statistiques fiables qu'on peut projeter un développement que nous souhaitons culturellement soutenable. Et avec, bien sûr, la stricte observation des normes et des standards internationaux en matière de recherche. Il est surtout question, dans le cadre de cet institut de prospective, d'apprendre à réorthographier l'Afrique. Il y a plusieurs Afriques. Il s'agit ici de réapprendre à la connaître, à réordonnancer les connaissances, à les déconstruire dans une perspective fondamentale que j'appelle ici la désobéissance épistémologique, à l'ère justement de la justice cognitive, à l'ère du conflit des rationalités et à l'ère de la guerre des savoirs. Il s'agit donc de déconstruire cet héritage qui date des années 60, par-delà les a priori, par-delà les conjonctures accumulées, par-delà les arguments consensuels dominants, par-delà les vérités institutionnelles, pour parier avec l'attestation des faits, leur validation archéologique, que dis-je, des arguments de laboratoire. Il s'agit ici justement d'adopter les principes durkheimiens d'après lesquels il faut traiter les faits sociaux comme les choses. D'où la stratégie que se propose l'Institut panafricain de prospective de Dakar. Il s'agit entre autres d'un accompagnement institutionnel des États et des gouvernements. Des ONG, des OING, bref, des institutions qui opèrent en terre africaine à travers une expertocratie locale qui doit s'adosser sur 5 piliers de l'excellence scientifique, à savoir l'historicité, la scientificité, la documentalité, la juridicité et l'économicité. Là, c'est le premier élément. Accompagnement institutionnel des États, des gouvernements, etc. Le deuxième pilier stratégique porte sur l'appui au développement local, puisque nous plaidons pour l'endogénisme émergentiste, c'est-à-dire un développement culturellement soutenable. Il s'agit ici de définir notamment la place et le rôle que peuvent jouer nos traditions, nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être locaux dans les dynamiques contemporaines d'émergence. Car comme le disait Joseph Kizerbo, on ne se développe pas à partir de la natte des autres. On ne développe pas, dit-il, on se développe. Le troisième pilier ici portera sur la médiation, sur la formation. J'ai parlé tantôt de la politométrie asymétrique, endogène, c'est-à-dire l'art de la déprogrammation des conflits, des catastrophes et des crises, qui passera justement par l'érection de la science de la médiation des conflits, inspirée justement des mécanismes traditionnels de résolution non violente des conflits qu'a connu l'Afrique antécoloniale, et qui portera également sur les droits civiques, la transformation sociale non violente et un leadership sociopolitique affirmé.
Le quatrième pilier ici portera sur la recherche-action et la recherche-développement, notamment le suivi concerté et participatif des processus budgétaires et la publication des rapports alternatifs, le suivi indépendant et participatif des politiques nationales, l'agenda 2063. C'est une vision de l'Union africaine pour lequel il faut mobiliser la stratégie du suivi-évaluation. Et bien évidemment, les ODD, les objectifs du développement durable, etc., etc. Le cinquième pilier ici va porter sur l'audit et le conseil. Il s'agira de participer aux multiples enquêtes et activités de consulting et de diagnostic et évaluation d'entreprises en difficulté sur le continent africain, à travers notamment le processus DO, le développement organisationnel, et le processus PS, la planification stratégique et le coaching des entreprises. Puisqu'il faut, pour nos entreprises africaines, pour nos industries en GESIN, il faut une expertise endogène, contextualisée, participative, autodéterminée. Le sixième pilier va porter sur le fundraising. Je signale au passage que je suis membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et j'ai été un peu outré de constater que nos financements provenaient de l'Union européenne. Mais il faut rompre avec cette tutélisation exogène pour fonder une dynamique endogène du fundraising. C'est un point clé ici, pour autant que l'argent, ici comme ailleurs, c'est le nerf de la guerre. Le septième pilier va porter sur la recherche fondamentale appliquée, pluridisciplinaire, transdisciplinaire et multisectorielle dans l'accompagnement des processus de développement politique et le développement des projets sociaux à fort impact et à haute intensité de main-d'œuvre, les projets IMO, à travers le holisme épistémologique. Il s'agira donc d'explorer à travers le paradigme de la globalité, ce que mon très estimé collègue et ami, le professeur Mondo, appelle le glocal. Il s'agira de voir comment est-ce que on peut faire alterner le glocal et le local. Le huitième pilier porte sur l'advocacy, le lobbying et le plaidoyer. Car les questions de justice sociale ici, les questions de développement durable, tant au niveau local, national que régional, sont de nos jours influencées par les politiques élaborées et édictées par les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et que sais-je encore. Dès lors, il y a urgence de connaître comment s'élaborent, se déploient ces politiques, comment est-ce qu'elles sont faites, afin de mieux les comprendre et développer les meilleures stratégies pour les influencer. Vous savez, toutes les politiques implémentées en Afrique depuis les années 60 sont inspirées de l'approche top-down, c'est-à-dire que c'est des approches, c'est des solutions pensées dans les bureaux climatisés de Washington et implémentées en Afrique en net déphasage avec les réalités locales. Il faut rompre avec cette dépendance stratégique. Le 9e pilier portera sur les publications. Les publications scientifiques, notamment l'organisation des manifestations scientifiques appropriées,
tels que les conférences, les colloques, les symposiums, les concerts, les expositions, les revues scientifiques, les journaux spécialisés et autres. Le centre devra également se doter d'un centre de documentation spécialisé et d'une micro-édition comme une unité qui offre ses services d'édition, de secrétariat bureautique et de production des documents pour permettre que la structure puisse passer d'une hétéronomie financière à une réelle autonomie. Et pour ce faire, il faudrait une unité de presse et de relations publiques au travers de la publication d'un journal périodique à destination du grand public et des décideurs clés sous forme mensuelle, se rapportant aux différentes thématiques et activités. Cette unité devra développer des politiques et des stratégies de plaidoyer et assurer ainsi la collaboration avec les médias publics et les différentes instituts d'études africaines existants en Afrique et dans le monde. Et comme 13e pilier, l'Institut panafricain de prospective de Dakar voudra puiser justement dans les cultures locales des éléments susceptibles de compléter, de renforcer les approches contemporaines du vivre ensemble. Comment refonder le pacte de cohabitation en Afrique. D'où l'urgence donc de réinventer la gestion internationale des conflits africains à partir des réalités endogènes. Il faudrait également penser une sorte de lanceur d'alerte à travers un système continental d'alerte rapide et de la constitution d'un dispositif de veille par les acteurs intermédiaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il faudrait que l'Institut puisse penser, mettre sur pied des statistiques de guerre pour pouvoir évaluer ce que j'appelle ici les horreurs de la guerre et pouvoir définir un indice, un coefficient qui permettra de le résoudre. Et ceci passe par l'audit de la paix, un audit international de la paix et la mise sur pied d'un plaidoyer au niveau des États pour la création des ministères ou plutôt des instituts, d'une institution par État, d'une institution ou plutôt d'un département de paix, d'un département ministériel de la paix dans les différentes institutions. Bien, le volet communication ici de l'institution en termes stratégiques s'adossera sur le modèle AIDA, tel que énoncé par Saint-Louis, c'est-à-dire attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Plus spécifiquement, il s'agira de la production et de la diffusion des savoirs. Par savoir ici, il faut entendre les connaissances, une somme critique de connaissances, de savoir-faire. Par savoir-faire ici, il faut entendre le développement des habiletés génériques en matière de recherche et le savoir-être qui renvoie ici à l'axiologie, une axiologie endogène, c'est-à-dire un système, la production d'un système de valeurs endogènes. Bien, je ne voudrais pas, j'ai parlé des éléments d'opérationnalisation de ce projet, notamment la production et la publication d'un journal périodique, l'animation d'un site web,
la production et la diffusion des brochures de l'Institut de prospective, l'animation du Centre des ressources orales et documentaires, pour autant que la culture en Afrique reste du domaine de l'oralité, l'élaboration et la diffusion des rapports annuels qui devra faire l'objet de toute une manifestation publique, en réalité des contre-rapports, des rapports alternatifs par rapport aux enjeux du développement en Afrique, la couverture des activités phares organisées à différents niveaux et la négociation des programmes et d'espaces dans les radios et les télévisions, l'entretien des relations de presse, l'organisation des conférences de presse, etc., etc. Au niveau de la diffusion des publications, il faudrait inventer des tribunes qui expriment les prises de position concises et précises de l'Institut dans les débats d'actualité, développer des policy papers qui mettent en perspective ici une problématique africaine sur la base d'analyses et de recommandations fortes. Faudrait penser des études et rapports qui visent à formuler des analyses et des propositions de référence sur les grands défis du développement en Afrique. Faudrait également penser aux notes de conjoncture, d'analyse et d'alerte confidentielles à destination des décideurs clés et des détenteurs d'enjeux. Bien évidemment, nous vivons l'ère de la révolution cybernétique qui doit être capitalisée à notre niveau à travers des instruments comme des vidéos et sons qui donnent la parole à des intervenants lors des événements et aux grands experts. Et quant à l'animation scientifique, elle va porter sur des séminaires et conférences un peu de partout en Afrique, en Europe et dans le monde pour faire entendre la voix africaine. Par rapport, par exemple, au conflit russo-OTAN, il faudrait que la voix de l'Afrique se fasse entendre. La voix de l'Afrique est absente parce que justement, il manque un institut de prospective comme celle énoncée et inspirée par le président Niasse. Faudrait, à travers ce canal, des interventions à intervalles réguliers dans les médias africains par la voix des membres de son grand ordre oratoire. Et, ultimement, une école doctorale, autant pour moi, qui permettra un enseignement interdisciplinaire et initiatique axé sur la pratique et la recherche de premier plan. Et tout cela dans une perspective fondamentale qui est l'endogénisme émergentiste. Nous avons également pensé une espèce d'architecture institutionnelle de l'Institut qui va aller du Conseil d'honneur mondial. Il faudrait un Conseil d'honneur mondial, bien évidemment qui sera porté par le président Niasse, et secondement, un Conseil d'autorité traditionnelle et coutumière d'Afrique. Pour autant que c'est cette frange qui porte justement, qui tient encore jusqu'aujourd'hui la canne de la sagesse ancestrale. Il faudrait pour cela mobiliser les institutions scientifiques et culturelles. Il faudrait un conseil scientifique international qui va mobiliser toute l'expertise locale, africaine et internationale, toute l'expertise diasporique. Vous savez, le continent africain dispose d'un large éventail d'experts africains qu'il faut mobiliser autour d'une structure. Cette structure n'est pas encore inventée.
Et nous estimons que l'Institut panafricain de prospective de Dakar constituera cette maison tant postulée par les intellectuels de la diaspora africaine. Il faudrait également penser à mettre sur pied une espèce de panthéon des savants africains qui jusqu'alors fait défaut en Afrique. Mais écoutez, les générations qui viennent, si nous, on a réussi à parler de Cheikh Anta Diop et de l'enseigner, les générations actuelles et préventivement futures ne connaîtront pas Cheikh Anta Diop. Il faut donc une espèce de panthéon des savants africains, les Théophile Obenga, l'auteur de Invention of Africa, c'est qui ça? Yves Valentin Mundimbe. Voilà des savants qui sont là et qui restent nostalgiques à l'Afrique, mais n'ont pas de cadre permettant à ces derniers de pouvoir contribuer. Bien voilà. Bien évidemment, il faudrait, je l'ai dit, mobiliser. La cible principale ici sera les centres d'études africaines existants en Afrique et dans le monde, puisque chaque pays européen dispose d'un centre d'études africaines. Même là, au Maroc, à côté de nous, il existe un centre d'études africaines. Il y a quelque chose comme un retour des études dites hétérodoxes, des études dites subalternes, notamment les études africaines. C'est ça que les Occidentaux appellent les études hétérodoxes ou encore les études subalternes. Il y a un regain d'intérêt pour les études dites hétérodoxes, dites africaines, dites périphériques, et c'est une chance historique pour ce centre de pouvoir être en première ligne. Bien évidemment, comme partenariat, il y aura des universités et les institutions de recherche qui font autorité en Afrique. Il faudrait identifier ici les têtes de pont, les meilleurs instituts qui figurent dans les classements mondiaux. Il faudrait des laboratoires qui font sens. Aujourd'hui, bien évidemment, l'Union africaine, qui, ma foi, nécessite un apport extérieur de la part de ses fils et de ses enfants. Il y a un manque criard d'expertocratie africaine au niveau de l'Union africaine. Il faut également lorgner du côté des serres, c'est-à-dire les comités économiques régionaux, les organisations de la diaspora africaine accréditées, les mécanismes d'évaluation par les pairs, les gouvernements, les décideurs, les autorités traditionnelles, nous l'avons dit, les leaders directs et groupes intercommunautaires, les communautés de foi, les OBCC, les GIC, les artistes et griots, les collectivités territoriales décentralisées, etc., sans oublier les médias. Bien voilà, et en termes de zones d'implantation, il est entrevu, c'est à titre suggestif, que cet institut soit implanté sur l'ensemble du continent africain à travers 5 bureaux au moins correspondant aux 5 grandes régions, puisque l'Union africaine a divisé l'Afrique en 5 grandes régions. Il s'agira de voir dans quelle mesure installer dans chacune de ces régions. Et pour le compte de l'Union africaine, je représente très modestement le point focal dans le cadre de notre groupe de travail. De ce point de vue, il y a donc la CEDEAO, la CEAC, la SADC, l'Union du Maghreb arabe, l'UMA et l'IGAD. Bien voilà, bien évidemment, il faudrait mettre sur pied, sur le plan de la gouvernance institutionnelle de ce think tank, il faudrait penser à souscrire aux normes internationales, à ce que nous appelons au niveau de l'Union africaine
les mécanismes SOP, c'est-à-dire les procédures standards opérationnelles qui permettent donc justement de se situer au niveau international en termes, par exemple, de recrutement du personnel. Il faudrait passer par appel à candidature au plan international. Définir le statut du personnel, la gestion de l'ensemble des ressources financières, matérielles, logistiques, doivent être assujettis à ce que j'appelle ici un manuel de procédure administrative, comptable et financière. Un suivi-évaluation à travers des instruments normatifs de régulation, par exemple des rapports, le règlement intérieur, le manuel du personnel, la mise en œuvre des projets et programmes doivent également être soumises aux exigences de contrôle au moyen des rapports d'activité, narratifs et financiers, des audits annuels des comptes et des évaluations périodiques. Bien, au niveau du patrimoine, nous souhaitons qu'il y ait un immeuble siège principal à Dakar, avec 4 bureaux pays, des bureaux équipés en outils informatiques, en centre de documentation, en parc automobile, etc., etc. Bref, son statut d'institution diplomatique lui conférera justement tous ces privilèges et avantages. D'où l'urgence d'une orientation stratégique à court terme qui passe par l'urgence et la nécessité de la signature d'un accord de siège avec l'État du Sénégal, accord qui devra donc conférer à l'institution et à ses membres le statut de diplomate. Bien sûr, il faudrait un immeuble, l'immeuble siège doit être un immeuble propre, c'est-à-dire un immeuble siège qui est une propriété, qui doit être la propriété même de l'Institut panafricain de prospective. C'est une garantie de la pérennité du projet. Quand vous avez votre propre institution, ça constitue une garantie de la pérennité du projet. Il faudrait également des instruments normatifs et régulateurs tels que le code éthique, le règlement intérieur, le statut, le manuel de procédure, le comptable et financier devant régir son fonctionnement. Nous l'avons dit. Et par-dessus tout, il faut d'abord préalablement élaborer ce que j'appelle ici un cadre stratégique de référence de cet institut qui sera une sorte de programme cadre scientifique étalé sur au moins sur 10 ans par un comité d'experts internationaux impliqués dans la vision de l'Institut panafricain de prospective de Dakar. Comme autre orientation stratégique à court terme, il faut rapidement penser à l'organisation au terme de référence d'un symposium mondial pour le lancement officiel de cet institut et également un ouvrage collectif sous forme d'une revue scientifique internationale qui pourra fixer les premières balises épistémologiques et heuristiques de cet institut. Et bien évidemment, il faudra penser à la charte de l'institution. Voilà, Madame la conseillère, Monsieur le chef de département et chers collègues, quelques éléments de langage inspirés bien évidemment par le docteur Sagar Seck. Je crois qu'elle va venir ici davantage pour expliciter notre narratif. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Pascal Blaise Troyem, qui est par ailleurs l'un des experts attitrés de l'Union africaine en matière de droits de l'homme. Le programme
est assez vaste, mesdames et messieurs, me diriez-vous. Pour un institut panafricain de prospective qui va naître, on peut dire qu'il s'agit d'un travail d'Hercule. Mais ce serait méconnaître le concepteur du projet. Mesdames et messieurs, chers amis, il me plaît de vous présenter le porteur du projet. Parce qu'il est important. Alors, le très honorable Moustapha Niasse se trouve être actuellement, et depuis 2012, le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. C'est donc une personnalité de premier plan. Mais il n'y est pas arrivé au hasard. Permettez que je revienne très cursivement sur sa carrière politique, diplomatique et pourquoi pas ministérielle. Alors, le président Moustapha Niasse a connu d'abord une carrière dans la haute fonction publique. Il a commencé par être directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor. Il a été nommé ensuite ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement en 1979. Et ensuite, ministre des Affaires étrangères. Et toujours lui, en 1983, il devient Premier ministre du Sénégal. Alors, en juin 1993, le très honorable Moustapha Niasse est ministre à nouveau des Affaires étrangères jusqu'en 1998, où il est nommé, à sa sortie du gouvernement, secrétaire, pas le secrétaire général des Nations Unies, représentant dans les pays des Grands Lacs. En 2000, il est candidat de son parti qu'il a fondé, j'espère bien, oui, l'Alliance des forces du progrès. Et il sera donc candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Et tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs, il arrive en 3e position. Alors, en 2002, alors cela lui vaut déjà, à la suite de la victoire d'Abdoulaye Wade, le président, d'être nommé à nouveau Premier ministre de la République du Sénégal. En 2002, alors qu'il sort du gouvernement, il est à nouveau nommé par le secrétaire général des Nations Unies, envoyé spécial pour aider les parties congolaises à parvenir à un accord inclusif sur le partage du pouvoir durant la transition en République démocratique du Congo. En 2005, toujours au plan international, il est nommé par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, membre du Haut Conseil de l'Alliance des civilisations. 2006, il va encore se frotter à l'appel du peuple en y répondant, en portant la coalition alternative 2007, qui avait donc regroupé 10 partis politiques de l'opposition, et qui l'ont désigné à nouveau comme candidat à l'élection présidentielle, briguant ainsi le fauteuil présidentiel au Sénégal. Alors, au premier tour de cette élection, il va émerger donc également parmi les premiers. Moustapha Niasse a également créé plusieurs entreprises. C'est un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe seulement de la politique et rien que du politique. C'est un entrepreneur qui a créé plusieurs entreprises, dont l'un des phares
et l'International Trading Oil and Commodities, donc du pétrole. Alors, en 2012, il a été l'un des candidats encore en lice pour les élections présidentielles. Et la coalition Benno Siggil Sénégal portait donc 49 partis politiques. Et ils ont donc mis sur pied un pacte d'engagement éthique et démocratique. Alors le 30 juillet 2012, à la faveur des élections législatives, il est élu président de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à ce jour, il trône à la tête de la très auguste chambre du Parlement sénégalais. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que c'est un homme pragmatique, c'est un diplomate chevronné, c'est un intellectuel de très haut vol. Bref, c'est que le professeur Pascal Touré m'a dit tantôt, un expertocrate dont l'Afrique peut et doit en être fière. Cela m'amène donc à passer la parole à celle qui, au quotidien, depuis une vingtaine d'années, accompagne le très honorable président Moustapha Niasse, afin qu'elle puisse nous présenter en son nom, au nom de Monsieur le Président, ce projet de l'Institut panafricain de prospective de Dakar, dont la mission, la vision, les stratégies et l'implémentation viennent d'être déroulées magistralement par le professeur Pascal Blaise Troyem. Je vous remercie et je passe donc la parole au docteur Sagasek, conseillère spéciale de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Grave de Flore. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers invités. Bonjour, mes chers amis. Donc, là, je pense que je n'aurai pratiquement pas grand-chose à dire après le passage de Pascal et de mon ami qui a magistralement introduit cette rencontre. Donc, juste vous présenter les grandes lignes de ce qu'il est convenu d'appeler ici le projet de création du laboratoire d'analyse et de prospective, donc, qui porte sur le monde moderne de Dakar. Le projet de création d'un laboratoire d'analyse et de prospective sur le monde moderne répond au souci majeur de son initiateur, comme vient de le dire mon ami Roger Mondoué, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Moustapha Niasse, le Président Moustapha Niasse. Donc, ce souci qui est donc de répondre aux multiples défis auxquels nous confronte l'évolution du monde et dont les grandes tendances dessinent nettement des rapports souvent entretenus par de regrettables conflits, aussi bien en Afrique noire que dans le reste du monde. Et à cet effet, l'idée de repenser les conditions d'un meilleur vivre ensemble s'impose comme une exigence de refondation éthique adossée au socle de l'imaginaire et de la construction intellectuelle de nos élites, c'est-à-dire les politiques, les universitaires, entre autres, mais aussi de la diaspora, dont l'imaginaire culturel et la construction intellectuelle reflètent à bien des égards cette double réalité à la fois de repères positifs ou négatifs de ceux qui partent et des nouveaux territoires vers lesquels elles se dirigent et qui ne sont pas toujours épargnés par les crises et conflits qui minent les rapports entre humains. Comment aider à mieux vivre, à vivre mieux par le refus de la quête insensée du bonheur et le rejet du fanatisme qui dévore le lien social? Telle est la question. Comment éviter les pièges de la pensée fermée par une anticipation de l'esprit qui serait capable de se représenter un monde qui, quoique confronté au problème du sens, n'en comporte pas moins un intérêt, un réel intérêt pour la prospective d'en assurer la planification à long terme.
Tel est précisément, chers amis, l'objet de ce qu'on appelle la futurologie en philosophie, qui se déploie justement à travers une projection dans l'avenir de l'état actuel du monde, afin de distinguer dans un présent donné ce qui est d'ores et déjà inéluctable et ce sur quoi on peut agir dans le futur. Toutefois, et nous ne perdons pas de vue cette donne, les technologies puissantes peuvent constituer une entrave à toute étude en termes de prévisibilité, car un monde en réseau, en temps réel, pourrait empêcher de distinguer de nos jours, plus qu'hier, l'action de la réaction. L'avenir apparaissant de plus en plus comme étant incertain. Mais face à cette situation, le rôle de l'humain est de continuer à prévoir l'avenir pour pouvoir le changer. En multipliant nos regards sur les différents futurs possibles, ainsi que les scénarios qui peuvent nous permettre d'identifier les risques et d'anticiper les besoins tout en alertant les esprits. Ainsi, deux aspects majeurs compris dans leur relative différence se conjuguent dans une rigueur méthodologique. Ici, esprit créatif et esprit prospectif, formant un binôme puissant. Une partie du futur est à inventer et la pensée créative peut y conduire. La pensée prospective repose ainsi sur trois principes selon Bertrand de Jouvenel, donc tiré de l'art de la conjecture. Bon, ça c'est un rappel. L'avenir comme domaine de liberté, il n'est pas prédéterminé, mais indéterminé, largement et ouvert à plusieurs futurs possibles. Nous pouvons ainsi rêver d'un autre monde, ce qui résume si bien l'espérance du mouvement altermondialiste, qui récuse les effets désastreux de la mondialisation néolibérale pour les peuples comme pour la planète. Aussi, des stratégies sont-elles pensées pour faire échouer cette politique néolibérale. C'est l'objectif de l'ouvrage de Susan George, un autre monde est possible si, qui fait mieux connaître ce phénomène social et qui s'adresse aux citoyens déjà engagés dans la lutte pour une justice globale et à ceux qui encore hésitent à rejoindre cette lutte. Le deuxième principe s'appuie sur l'analyse de Jouvenel qui stipule que l'avenir est un domaine de pouvoir. Donc je pense que ça, Pascal Troyem en a assez parlé. Donc on peut agir sur l'avenir, soit en se préparant à un changement anticipé, c'est l'objet de la prospective, plutôt que d'attendre le changement pour réagir, soit en agissant pour provoquer un changement souhaitable. Et de ce point de vue, les conflits qui déchirent le continent africain exigent une nouvelle redéfinition du contrat social par la mise en œuvre d'un projet qui garantisse une harmonie de vie commune dans le futur. Il faille donc repenser le phénomène politique en l'inscrivant dans la sphère de l'éthique. Ce n'est qu'à ce prix que l'humain regagnera toute sa grandeur. Et le dernier principe, toujours distingué par le même Jouvenel, est que l'avenir est domaine de volonté. Il est avant tout une chose à faire, à réaliser, en fonction de l'avenir que nous désirons. En tant que sujet agissant, l'avenir représente ainsi pour l'homme l'expression de la liberté et de la puissance. Ainsi, la conviction en l'existence d'une pluralité de futurs possibles s'ancre dans le volontarisme que résume la question d'Emmanuel Kant, que dois-je faire, afin que je puisse changer les choses dans le sens que je désire, non seulement pour mon avenir, mais aussi pour le monde futur. Même si la prospective n'a pas la prétention de prédire l'avenir, son but peut éclairer les choix du présent, ceux que nous pouvons faire aujourd'hui et dont les répercussions seront visibles à moyen ou long terme. Quelle politique énergétique devons-nous, par exemple, envisager au regard des évolutions démographiques, de l'épuisement des ressources et surtout des réchauffements climatiques? Dans un contexte de mondialisation accélérée, dans quel domaine l'Afrique, compte tenu de ses possibilités et de son savoir-faire, peut-elle tirer son épingle du jeu?
tel est le dessein noble de ce projet de création d'un institut de prospective qui vise à réaliser des diagnostics, à penser et à élaborer des scénarios politiques, économiques, culturels et sociaux en vue d'émettre des recommandations en termes de politique publique et stratégique. Une telle entreprise exige un travail d'investigation majeur, Roger Mondeuil en a parlé tout à l'heure, et à cet effet, notre rôle essentiel consistera particulièrement à chercher et tirer l'information la plus pertinente pour nourrir aussi bien l'évolution de nos modes de vie, les progrès de la technologie, les mutations qui sont en œuvre dans les pays émergents. Elle s'intéresse notamment aux faits porteurs d'avenir susceptibles de susciter des changements importants à moyen ou long terme. Ainsi, l'Institut de prospective a une fonction transversale, car il est évident qu'il sera nécessairement un lien avec un certain nombre de travaux décrivant des domaines de compétences divers, dont les rôles seront de proposer des mesures ou des pratiques en vue d'améliorer ce qui est. D'où l'exigence de rassembler de nombreuses compétences que nous pouvons mettre en commun. Et nous avons déjà commencé donc, avec mes amis camerounais pour réaliser des travaux, je disais donc, qui dépassent les compétences des particuliers. À cet effet, l'organigramme de l'Institut se structurera autour d'axes majeurs décrivant les différents champs couverts par l'Institut et que nous a présenté avec brio mon ami et frère, donc le professeur Pascal Toyam. Je vous remercie. Je suis un peu fatiguée. Hein? Mesdames et messieurs, après cette présentation synthétique donc ça me rassure. de l'Institut panafricain de prospective de Dakar, voici venu le moment de l'échange avec le public que vous êtes. Bien ça. Nous allons prendre 3 questions, étant entendu que Madame la conseillère spéciale doit effectuer des visites dans des centres de recherche et de prospective également qui existent déjà au Cameroun, pour voir quelles seront les perspectives de coopération en vue de mettre sur pied cette futurologie, n'est-ce pas, que le centre voudrait incarner. Nous allons donc passer la parole au public. La parole à qui voudrait la prendre pour 2 ou 3 questions au maximum. Nous avons une réaction là-bas. Monsieur le directeur de l'Harmattan Cameroun, le docteur Jacques Koukam, a certainement aussi un mot à dire. Professeur Roger Mondeuil, merci infiniment d'avoir choisi d'être revenu chez vous. Il faudrait que je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent et à l'assistance qui est là, que vous êtes l'initiateur du projet Harmattan au Cameroun. Vous voyez que c'est vous que je suis venu continuer l'œuvre que vous avez commencée. Pour ce retour, je vous remercie vraiment. Peut-être que ça va booster quelque chose dans cette maison. Je cherche quelque chose depuis et peut-être qu'à partir de cet instant, je vais retrouver cela. Merci infiniment au docteur Sagar Sec pour la présentation du projet. Merci surtout d'avoir amené ce projet vers le Cameroun. Il paraît que l'un des derniers voyages de Cheikh Anta Diop, c'était au Cameroun avant qu'il ne décède. Peut-être que l'histoire s'écrit d'une certaine manière. On peut l'interpréter comme on veut. C'est tant mieux, parce que je remarque avec le conflit qui est en cours que depuis, l'Occident n'a pas envahi l'Ukraine ou bien envahi Poutine parce que le rapport de force semble équitable. Et comme l'a dit, comme c'est ressorti dans vos présentations tout à l'heure, l'Institut, cet institut panafricain vise à rétablir d'une manière ou d'une autre avec ce qu'il peut apporter, avec ce qu'il peut donner ce rapport de force-là. Et pour cette raison, vraiment, pour les plus jeunes, nous sommes vos cadets, je vous remercie grandement.
la préoccupation que j'avais, il va de soi. J'imagine que si le projet est en train d'être lancé au Cameroun, ça signifie qu'il y aura une branche de ce projet au Cameroun. Je voudrais justement rassurer, c'était ça ma réaction. Merci infiniment. Nous allons prendre une deuxième question ou contribution, tout en remerciant Monsieur le directeur de l'Harmattan Cameroun pour les mots très aimables à l'endroit de ma modeste personne. Merci beaucoup, professeur Mondoué. Merci au professeur Toyem qui a pris la peine de présenter le projet de manière assez détaillée d'ailleurs, malgré le caractère synthétique annoncé. Merci beaucoup au docteur Sagasek d'être venu ici. J'accueille vraiment avec beaucoup d'enthousiasme la naissance, j'espère très proche, de l'Institut panafricain de prospective de Dakar, parce que en observant la scène internationale des think tanks, on voit que l'Afrique est vraiment la traîne. J'ai jeté encore un coup d'œil sur le dernier rapport global, Go to Think Tank, publié par l'Université de Pennsylvanie. Et on se rend compte qu'en 2020, sur environ 8000 think tanks dans le monde, il y en avait 679 en Afrique, alors que comparativement aux mastodontes de la scène internationale, les États-Unis par exemple, qui en comptent environ 2300 pour ce seul pays-là, la Chine, qui de 2013 à 2018 en a vu 300 nouveaux. Donc on se rend compte que c'est quelque chose qui vient combler un vide existant. Et c'est un vide qu'il fallait nécessairement combler parce que le positionnement stratégique de l'Afrique en dépend. Comme nous le savons tous, nous sommes bien dans le siècle de l'information et ce siècle-là est gouverné par des nouvelles méthodes de guerre. On parle aujourd'hui de soft power et bien d'autres. Toutefois, j'ai une question relative principalement, ou je dirais une question à 3 volets. Le premier volet est relatif au financement. Je parle prioritairement du financement parce que ce projet, bien que porté par son honorable Nias, vient quand même s'inscrire dans une logique gouvernementale. Donc c'est un think tank qui va dépendre des différents États, si j'ai bien compris ce que le professeur Toyem a présenté. Il y a donc la question des financements et la question aussi de l'indépendance de l'institution qui va se poser avec des questions de bureaucratie. Comment est-ce que cela va se passer pour qu'on puisse prendre des décisions rapides? Parce que parfois, les think tanks, ça doit réagir pour se positionner, avoir un mot unique, une parole unique, comme le professeur le disait. Il faut pouvoir se positionner rapidement. Donc, il y a cette question de l'indépendance. Est-ce qu'il faudra toujours attendre que le mot d'ordre vienne d'en haut? Ou alors, est-ce que les différentes branches sous-régionales ou régionales pourront avoir une sorte d'autonomie leur permettant de réagir aux situations peut-être locales en attendant des situations externes? Et cette question va également m'amener au deuxième volet qui concerne l'intégration avec les instituts existants. J'espère ne pas dévoiler un secret parce que le professeur Mondoué, qui est également mon directeur de thèse, a longuement pensé dans ce sens. Et je peux donc dire que l'Institut de prospective vient fort à propos parce que depuis quelques mois déjà, le professeur pensait à une création également d'un institut d'études critiques qui allait dans le même sens, qui va donc permettre une veille stratégique, qui va permettre des publications, des prises de décision, aider dans la prise de décision, ainsi de suite. Donc, comment est-ce que pratiquement l'Institut qui naît ou qui naîtra dans quelques mois, nous l'espérons tous, viendra se greffer à ces instituts locaux? Est-ce que ce sera un rapport de complémentarité, un rapport de compétition? Donc,
peut-être qu'il faudrait nous rassurer là-dessus. Et dernière chose qui concerne toujours l'intégration, quelles sont les garanties qui peuvent être données, par exemple, par les représentants régionaux, et j'entends surtout ici les décideurs politiques, qui, ma foi, n'ont pas réussi l'intégration ou le panafricanisme, disons, économique, le panafricanisme même académique, parce que les zones d'échange comme Erasmus qui existent ailleurs sont un peu rares. On a l'impression que ce sont des collaborations d'État à État, peut-être Sénégal, Cameroun, Sénégal, autres pays. Est-ce qu'on peut réussir à mettre ces chercheurs ensemble et est-ce que les garanties ont été données par certains chefs d'État? Merci beaucoup et soyez une fois de plus la bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je crois que c'est le docteur, le docteur Guemeta, ça m'envoie une question. Alors, merci de me passer également la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le projet qui a été présenté cet après-midi. Je dois immédiatement dire que s'il venait à être réalisé, je crois que ce serait je l'appréhende comme une arme fatale pouvant permettre à l'Afrique, à notre cher continent, de se déconnecter, de sortir de l'étau du système néolibéral. Le projet en lui-même est très ambitieux. Je crois que le fondateur, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, mettra toutes les dispositions, prendra toutes les dispositions pour que ce projet arrive à révolutionner notre Afrique embrigadée, notre Afrique qui évolue en quelque sorte, nos aînés l'ont dit, sur la natte des autres. J'ai beaucoup apprécié ce projet. Je crois que tous les aspects ont été passés au peigne fin. Je m'inquiétais sur de l'aspect communicationnel. Vous pouvez comprendre également pourquoi l'auteur de la communication politique chez Machiavel, la communication joue un rôle capital, doit jouer un rôle capital dans ce projet, puisque qui a l'information, qui maîtrise les médias, véhicule son idéologie et par conséquent maintient les autres dans l'aliénation, dans l'esclavage. Je suis d'autant plus heureux que l'aspect journalistique et médiatique a été évoqué, je le dis parce que je suis en 7 ans secrétaire général du Club des journalistes politiques du Cameroun. Je suis journaliste, journaliste en retrait, 12 ans. Je fais partie des fondateurs du quotidien Le Jour commence avec nous. Donc, on ne peut pas se passer des médias. Donc, des médias, les journalistes sérieux doivent accompagner ce projet. Et tout à l'heure, lors de l'exposition de l'ouvrage, cela a été évoqué, mais je souhaite attirer également l'attention parce que, en tant que membre du Club des journalistes politiques du Cameroun, il y a comme une connexion, un mauvais mariage entre les journalistes et la politique. Derrière un homme politique se cache très souvent un journaliste. Donc il s'agira de se prémunir, de s'entourer des journalistes pouvant se détacher pour faire aboutir ce projet ambitieux. Et quoi que l'autre aspect a été évoqué, l'aspect financement. C'est à ce niveau que je vais davantage m'interroger. Comment les porteurs de ce projet comptent-ils véritablement s'y prendre pour que le projet n'échoue pas comme comme les autres projets qui sont très souvent pensés sur le sol africain. Donc c'est un projet qui s'enracine dans notre contexte. Il a l'avantage de ne pas s'enraciner ou de ne pas prendre l'élan hors sol.
hors sol, si vous permettez l'expression. Donc, ce sera une arme redoutable, je dois le dire, pour se déconnecter, pour reprendre la célèbre formule de Samir Amin. Merci. Bien, je vais donc, sur ces entrefaites, repasser la parole à qui de droit, ou alors à qui représente qui de droit ici, le docteur Sagasek. D'accord. Oui. Qui va passer donc au pupitre. Bon, vous pouvez aussi rester là-bas, Ouais. parce que je me rends compte que l'essentiel des questions, donc, ou la question principale, porte sur l'aspect financier. Les autres constats s'inscrivant plutôt dans une logique de contribution, donc, qui tend à mieux faire apprécier ce que nous sommes venus vous offrir ce matin. Donc, concernant la question financière, il est vrai qu'un tel projet ambitieux doit s'accompagner quand même d'une assurance donc, financière qui puisse permettre, donc, qui puisse lui permettre de se dérouler, d'être déroulé donc sans problème. Mais pour cela, je pense que dans le contenu même, le document donc, que nous avons bien, sur lequel nous avons bien travaillé, donc Pascal et moi, il y a surtout cette, il y a d'une manière ou d'une autre, on a résolu donc cette question parce que la création d'un think tank, d'un tel projet, s'adresse à ceux donc qui détiennent le pouvoir forcément, parce que nous ne pouvons pas en tant que participants, donc en tant qu'initiateurs, donc en tant que membres, à nous seuls contribuer au financement. Mais il se trouve qu'il faudra surtout compter sur l'appui des États aussi. C'est normal parce qu'on a parlé de nécessité d'inscrire notre projet, de lui assurer tout au moins donc, un accord de siège donc, et tout. Donc tout ceci donc, va aussi s'adresser. Donc c'est une demande donc, que nous ferons aux différents États. Étant entendu qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas du tout assurer le financement d'un tel projet. Quant à l'indépendance requise par rapport donc, à ce projet, en tant que nous sommes des intellectuels et que nous devons observer une distance quand même critique, être libre pour pouvoir mieux penser les réalités, pour mieux les anticiper. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui nous définit par excellence. Donc, en tant que nous sommes déjà des enseignants, et que donc, de ce point de vue, notre autonomie, cette participation effective donc, des hommes politiques n'influencera pas pour autant cette autonomie que nous devons observer, cette distance critique que nous devons observer donc, par rapport à ce qui constitue ici notre idéal, qui est la réalisation d'une Afrique meilleure. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense que nous sommes assez outillés pour pouvoir assurer l'avenir d'un tel projet, le porter, de telle sorte que nous ne soyons pas toujours, nous ne sentions pas toujours le joug donc, des politiques derrière. Même si la politique représente un aspect fondamental quand même, je tiens à le souligner, donc, de ce projet qui justifie qu'on travaille avec les hommes politiques. Parce que, quoi qu'on dise, ils détiennent le pouvoir. Et le pouvoir doit s'accompagner du savoir. Je vous remercie pour cela. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette présentation. Mais je ne pourrais clore mon propos sans remercier, une fois de plus, monsieur le directeur de l'Harmattan Cameroun, le docteur Jacques Koukam, qui a fait montre de spontanéité dans l'accueil, dans la préparation de cette double présentation de l'ouvrage de l'auteur, présentation également du projet de l'Institut panafricain de prospective de Dakar, qui a appelé à se déployer dans les 5 régions que compte l'Union africaine. Remercier également les éditions L'Harmattan, et à travers elle, son fondateur, M. Denis Prien, et également le directeur général, M. Xavier Prien, qui travaillent au quotidien pour que l'Afrique émerge. Nous sommes donc, avec l'Harmattan,
au carrefour des cultures, au carrefour des civilisations et au cœur de la prospective pour une Afrique émergente. Voilà pourquoi le lancement du projet, la présentation du projet au Cameroun n'avait pour meilleur endroit que l'Harmattan. Donc, monsieur le directeur de l'Harmattan Cameroun peut avoir l'assurance de mon soutien. Il faut réactiver les réseaux d'auteurs, les réseaux de collection, des directeurs de collection, les réseaux de lecteurs, les réseaux qui permettent donc des foires des différents livres. Vous voyez, nous sommes noyés dans des milliers d'ouvrages ici à la librairie de l'Harmattan. Il est question de les sortir des murs également pour les présenter à l'extérieur afin de nourrir les populations, les chercheurs du savoir. Car le savoir existe, il suffit simplement de le faire savoir. Voilà. Pour clôturer, 4 mots. C'est naissance, renaissance, émergence et puis prospective. C'est naissance parce que l'Afrique, comme le disent certains pessimistes, mais nous ne le sommes pas dans ce registre-là, se meurt. Mais renaissance avec le think tank, Institut panafricain pour la prospective de Dakar, émergence avec justement ce projet de développement culturel soutenable que porte le centre, ce projet panafricain et prospective parce qu'il s'agit enfin pour l'Afrique de penser le monde à partir de l'Afrique et non plus à partir de la natte des autres. Je vous remercie. Merci à vous tous. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Okay. Je tenais à remercier aussi le directeur de l'Harmattan Cameroun, donc ici présent, pour l'accueil et la disponibilité. Merci à vous tous.